Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui il s'agit de vous faire une formation complète qui se nomme Investir dans les projets crypto-monnaies et NFT. Alors, je ne suis pas conseiller en investissement, le but ce n'est pas de vous dire qu'il faut investir dans tel ou tel projet, mais plutôt de vous donner un ensemble de conseils et de recommandations pour rentrer dans l'écosystème Web3 et pouvoir atteindre ses objectifs. Cette formation, alors vous avez des slides qui s'affichent à l'écran et je vous garde une petite surprise pour la fin de la formation, mais vous pouvez également l'écouter en format podcast. Voilà, si vous êtes occupé, vous êtes en voiture, vous êtes au travail, enfin vous êtes peut-être pas très concentré du coup si vous êtes sur cette vidéo, mais voilà, ça peut tout à fait s'écouter, donc n'importe où, n'importe quand. Le but c'est vraiment d'avoir ce format pratique, condensé. Alors je sais que ces formations, elles ont l'habitude d'être payantes. Généralement, voilà, il y a des formateurs qui vont vous proposer leurs produits. Moi, j'ai fait le choix de vous faire cette formation complète gratuitement. Donc, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un petit like, par un petit partage. Vous pouvez aussi vous abonner et laisser des commentaires. Ça, c'est super important. Bon, déjà, ça va être OK pour le référencement. Mais surtout, si vous avez des questions, si vous avez des remarques par rapport à ce qui va être dit dans cette formation, eh bien, c'est l'occasion. On lit tous les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre et de pouvoir apporter un petit complément d'infos. Voilà, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce petit point qui peut aussi bien servir aux novices, aux personnes qui débutent dans les crypto-monnaies, les NFT, qui veulent aller plus loin, mais aussi des personnes plus expérimentées et qui pourraient parfois passer à côté de quelques petits trucs, quelques petits conseils et avoir ainsi de meilleurs résultats. Donc, c'est parti, on commence sans plus tarder. Alors, juste une petite présentation rapide de moi, donc Sharp sur les réseaux sociaux, je suis disponible sur YouTube et aussi sur X. Il faut savoir que je suis investisseur et non pas trader, ce qui est assez différent, sur les crypto-monnaies et les NFT depuis 2021. Je suis arrivé exactement fin 2021 sur le marché, j'ai découvert l'écosystème, j'en suis tombé amoureux, on va dire, et depuis, je ne me suis pas arrêté. Je pense que tous les jours, au moins, je check un minimum l'écosystème. Et donc, j'ai décidé derrière de partager cette passion et surtout des conseils, des recommandations, parce qu'on voit beaucoup de choses, on voit beaucoup de titres un petit peu putaclic sur la prochaine crypto qui vous rendra millionnaire, sur les collections NFT du moment. Et en fait, là, on est plus dans un cas d'opportuniste où on essaie de vous donner des choses pour pouvoir générer du profit. Et pourtant, on ne parle pas assez des fondamentaux et des conseils de base pour appréhender l'écosystème. Et si vous partez avec ce bagage-là, c'est vraiment une boîte à outils que je vais vous donner dans cette formation. Et bien déjà, vous allez pouvoir appréhender plus sereinement les choses et essayer d'atteindre des objectifs qui sont clairs et concrets. Ce qu'il faut savoir aussi, au-delà des formations gratuites et de toutes les vidéos que je propose et contenues sur X, j'ai aussi une offre d'accompagnement, alors qui est totalement personnalisée, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas faire des formations un peu génériques et les vendre 300, 400, 500 euros, et même j'ai déjà vu plus cher sur le marché. Je pense que c'est pas pertinent parce qu'en fait, chacun a ses propres besoins, a ses propres moyens, et donc il est important quand on veut vraiment accompagner une personne d'avoir cette démarche personnalisée. Donc c'est ce que je fais avec des accompagnements en visio, avec des points réguliers et surtout adaptés à la personne. Et donc ça dépend bien sûr des places disponibles, mais actuellement on est toujours à 100% de réussite, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont décidé de travailler avec moi et de suivre un petit peu mon aventure se sont retrouvées en profit assez rapidement et des fois avec des multiples assez sympas. Alors, je ne vais pas vous promettre des fois 100 ou des fois 200, comme on peut des fois le voir par des créateurs de contenu. Mais en tout cas, être en bénéfice, faire un petit x2, ça c'est et ce qui est déjà très bien par rapport à la finance tradi. Ça, c'est largement dans mes cordes. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous aurez mes contacts à la fin de la formation. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Déjà, dans un premier temps, ça va être important de définir ses objectifs d'investissement. Et donc, on va parler d'objectifs SMART, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se lancent, mais qui n'ont pas vraiment de schéma en tête, qui veulent juste tester des choses, acheter des cryptos, acheter des NFT. Mais il faut toujours partir d'objectifs pour pouvoir se construire un plan. Ensuite, on va parler de l'intérêt des habitudes et des émotions en crypto. Gros sujet ça, parce qu'on dit que souvent les émotions, il faut les bannir, surtout quand on est dans de l'investissement, qu'il y a de l'argent en jeu. On va voir que c'est un peu plus compliqué quand on est dans le Web3. Ensuite, on va voir les différentes catégories de NFT pour pouvoir peut-être trouver ceux qui vous correspondent le mieux. Ensuite, mesurer le potentiel d'une collection et de son entreprise. Ça, c'est aussi très important de voir ce qui se cache
derrière une collection NFT, derrière un token, pour pouvoir se positionner ou pas. Ensuite, on va parler du moment d'investissement et donc de cycle de vie d'un projet. Petit bonus, quand quitter le navire, vous allez voir que parfois c'est nécessaire, il faut se faire une raison et il faut être capable de vendre parfois avec des bénéfices, même si c'est peut-être pas en vous laissant faire davantage, ben, il faut quand même savoir tronquer un peu dans ses bénéfices et parfois malheureusement à perte. Mais des fois, quand le projet est sûr de couler, eh bien là, il faut limiter les pertes le plus vite possible. Et donc, on va voir comment. Ensuite, on va voir comment chercher les meilleures sources d'informations et les automatiser parce que voilà, c'est un marché qui évolue très vite, c'est un écosystème qui est très actif, encore très jeune, il y a plein de sources d'infos, il y a plusieurs qualités d'informations, ça c'est clair. Et donc là, on va voir ensemble comment vous pouvez aller chercher les bonnes sources et surtout les automatiser pour gagner du temps. Vous allez voir que le temps, c'est très précieux dans le Web3. Et pour aller plus loin, on vous apprendra comment vous pouvez développer une expertise. Allez, donc on commence par la première chose, la définition des objectifs et plus particulièrement des objectifs SMART. SMART, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme pour Specific, Measurable, Achievable, Relevant et Time Bound. En fait, quand vous allez vous définir un objectif en crypto-monnaie ou NFT, et je vous conseille de vous en fixer peut-être 2 ou 3 maximum, il faut qu'il soit spécifique, il faut qu'il soit mesurable, il faut qu'il soit atteignable, pertinent et temporellement défini. Si ça ne répond pas à ces 5 critères, c'est que peut-être l'objectif est à revoir. On va prendre un exemple qui est ici. Vous avez des gens qui vont dire je veux juste gagner de l'argent avec les projets crypto-monnaie et NFT. Bon, il y en a tout le monde quasiment arrive avec peut-être ce premier objectif en tête. Et bien ça, il faut savoir que c'est pas un bon objectif parce que déjà, il n'est pas smart, il n'est pas assez précis, il n'est pas mesurable. Ça veut dire quoi? Je veux gagner de l'argent. Est-ce que vous voulez gagner 10 dollars? Est-ce que vous voulez faire x3 par rapport à votre investissement, x5? Est-ce qu'il y a une horizon de temps? Voilà, c'est pas time bound non plus. Est-ce que c'est pertinent aussi? Est-ce que ça répond vraiment à votre envie et le fait que vous rentriez aujourd'hui dans l'écosystème Web3? Ben, en fait, non, ça c'est trop large, il n'y a pas de périmètre, donc on va pas garder ce type d'objectif-là. Il faut aller plus loin. Deuxième exemple, peut-être un peu plus précis, c'est je veux acheter 15 NFT par semaine pour gagner de l'argent avec le Web3. Alors voilà, peut-être que là déjà vous avez compris ce qui cloche, mais il n'y a pas forcément de cause à effet. Est-ce que acheter 15 NFT par semaine, ça va vous permettre de gagner de l'argent avec le Web3? Pas forcément. Il y en a qui, sans NFT, vont gagner de l'argent parce qu'ils vont jouer que sur la partie token ou crypto. Il y en a qui vont juste avec 1 ou 2 NFT par mois ou même sur une année, ils vont faire le coup du siècle et ils vont avoir une rentabilité juste énorme. Et encore une fois, c'est pas assez spécifique, c'est pas mesurable. Enfin oui, on peut se dire ok, j'achète 15 NFT par semaine, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est le relevant du mot smart qui passe pas là. C'est pas pertinent. C'est pas parce que vous achetez 15 NFT que vous allez forcément gagner de l'argent avec le Web3. Et encore une fois, il n'y a pas d'échelle de temps non plus. C'est alors oui, 15 NFT par semaine, mais gagner de l'argent, c'est gagner combien, en combien de temps? Ça va pas. Dernier exemple, et qui là est un objectif smart que vous pouvez vous fixer, c'est par exemple, je veux atteindre 200 dollars de bénéfices par semaine en stablecoin à partir de janvier 2023. Donc là, bon, j'avais fait cette formation qui était assez pertinente l'année dernière. Bon, elle est toujours valable, on peut remplacer par janvier 2024. Donc je veux atteindre 200 dollars de bénéfices par semaine en stablecoin à partir de janvier 2024. Oui, là on remplit tout ce qu'il faut. On a quelque chose de mesurable, 200 dollars de bénéfices par semaine. On a l'échelle de temps, c'est chaque semaine. C'est spécifique, c'est-à-dire qu'on les veut en stablecoin, parce que 200 dollars de bénéfices, vous pouvez très bien les faire, mais vous détenez toujours le NFT qui s'est valorisé ou vous détenez toujours la crypto. Est-ce que vous avez vraiment pris vos bénéfices? Ben non, pas vraiment. Alors qu'en les convertissant en stablecoin, donc en USDC, USDT, peu importe, là, ok, on rentre totalement dans l'objectif. Et ensuite, il est achievable, ça c'est important aussi, parce qu'il y en a qui veulent être millionnaires en 5 minutes grâce aux crypto-monnaies. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Et donc, il faut aussi être pertinent et être voilà, assez raisonnable tout en étant ambitieux, bien sûr. C'est l'objectif et je vous conseille de garder cette ambition et c'est super important. Mais il faut être aussi quand même
cohérent avec la logique et l'écosystème. Gagner 200 $ de bénéfices par semaine, c'est possible. C'est quand même ambitieux. C'est pas simple, hein. Ça va dépendre aussi beaucoup de votre mise de départ. Mais là, on est sur vraiment un objectif SMART qui remplit toutes les cases. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer celui-là. Là, c'est vraiment un exemple. Ça dépend de chacun. Ça dépend de vos moyens et de vos besoins. Mais vous pouvez vous en lister 2 ou 3 dans cet état d'esprit. Ce qui est important, par contre, au-delà de se fixer ces objectifs, c'est que forcément, ils vont dépendre de vos moyens et de vos habitudes. Effectivement, il va falloir que vous soyez capable de définir votre budget. C'est ce qu'on entend par que vos objectifs SMART vont dépendre de vos moyens. Ce qu'il faut savoir, bon, première règle, c'est que le secteur des crypto-monnaies, il est risqué et très volatile. Donc, il faut être capable d'investir uniquement ce que l'on peut perdre. J'aime pas le terme investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre parce que personne est prêt à perdre de l'argent, personne n'a envie de perdre de l'argent. Mais par contre, on peut investir ce que l'on peut se permettre de perdre. C'est-à-dire que si vous mettez une certaine somme tous les mois, il faut que si jamais il y a une très forte volatilité, que vous êtes sur un investissement ou un NFT qui tombe à zéro, et donc que vous ne récupériez jamais votre mise, il ne faut pas que ça vous mette en difficulté ou que ça vous procure du stress au quotidien. Ça, c'est très important et on a des personnes parfois avec des biais psychologiques qui vont aller trop loin et qui vont investir des sommes qui ne rentrent pas dans leur budget ou qui vont les mettre en difficulté sur d'autres aspects de leur vie. Et ça, vraiment, évitez à tout prix, s'il vous plaît. Deuxième élément, c'est de tenir votre budget malgré les situations. C'est-à-dire que si vous avez un plan qui est bien défini, il faut essayer de le tenir au maximum. Et parfois, vous allez voir, il va y avoir des moments dans l'écosystème où il va y avoir d'un coup plein d'opportunités, plein de nouvelles collections qui se lancent. On dirait que tous les projets se mettent d'accord. Ça dépend aussi de l'état du marché, bien sûr. Et donc là, on a envie de tout acheter. On a envie d'investir partout. Et finalement, si on s'était dit un budget, je sais pas, de 100 $ par semaine ou 100 $ par mois, et bien peut-être que sur un mois bien défini, il va y avoir plein de projets et on a plutôt envie d'aller mettre jusqu'à 300, 400, 500 $. Bon, c'est vrai que des fois, il faut savoir saisir le momentum. Donc, c'est bien des fois de faire des petites entorses à la règle. Par contre, il faut être capable de compenser. Il faut que vous teniez vraiment votre budget. Si vous vous dites 100 $ par mois, eh ben, si sur un mois, vous faites une exception parce que vous sentez qu'il y a des opportunités, il y a des choses intéressantes, et on va le voir après pour détecter ça, eh ben, si vous mettez 300 $ ce mois-ci, eh ben, les 2 mois suivants, malheureusement, vous n'allez pas investir. Vous allez vous dire, ok, ben, s'il y a d'autres opportunités qui apparaissent, je ne fais pas de FOMO, je ne m'emballe pas. J'ai déjà mis 3 fois le budget initial sur le mois précédent. Là, je me calme et je reprendrai après. Ça va me permettre de prendre du recul, de me reconstituer mon budget pour poursuivre mon plan d'action. Ensuite, il faut que ce budget soit compatible avec vos objectifs SMART. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, n'espérez pas faire 3000 $ de bénéfices toutes les semaines juste en investissant 10 $ par semaine. Voilà, c'est quasiment impossible. Ça vous fait le calcul, c'est un multiple qui est quand même délirant. Je dis pas que c'est impossible, rien n'est impossible, mais c'est hautement improbable. Et donc là, on n'est pas sur un objectif qui est raisonnable par rapport à votre budget. Et ensuite, ce qui est important, bien sûr, c'est de faire un état des lieux régulier. Même si vous avez un plan et que vous devez essayer de vous y tenir, de garder le cap, eh bien, vous pouvez avoir des situations qui changent par rapport à votre métier, par rapport à vos revenus. Il peut y avoir des difficultés. Voilà, il se passe plein de choses dans la vie. Et donc, il faut être capable aussi de reprendre son plan, de se dire si c'est toujours cohérent par rapport à ses envies, par rapport à vos projets. Et dans ce cas-là, de rectifier le tir et de réadapter le plan pour que ce soit toujours cohérent. Donc là, j'ai pris un petit exemple rapide. On prend en compte tous ces éléments, donc des variations de salaire, vos dépenses au quotidien, vos autres investissements, parce que vous pouvez aussi tout à fait investir dans la finance tradie, dans les actions, dans l'immobilier, peu importe. Et il va aussi y avoir votre temps disponible. Par rapport à ça, on peut se dire, ok, moi, tous ces éléments, je les prends en compte et je me dis que raisonnablement, je peux investir 50 $ par semaine dans le Web3, c'est-à-dire dans des projets crypto-monnaies et NFT. Et mon objectif, qui est un objectif SMART, ça va être de faire 100 $ de bénéfices par mois en stablecoin grâce aux projets crypto-monnaies et NFT. Donc ça correspond à une rentabilité de 50%, ce qui n'est pas du tout délirant dans cet écosystème-là, qui est tout à fait atteignable, qui peut être aussi un petit peu ambitieux, parce que voilà, on n'est que quand même sur 50 $ par semaine, et faire 100 $ de bénéfices par mois, c'est pas mal. Ensuite,
Autre élément qui va, rentrer en jeu pour vous organiser, ça va être de prendre les bonnes habitudes. Prendre des bonnes habitudes, ça va être de faire des recherches, ça va être de vous intéresser au projet, de discuter avec des communautés. On va rentrer plus dans le détail à la suite de cette formation. Donc les questions que vous allez vous poser, c'est: combien de temps vous pouvez accorder au Web3 par semaine? Est-ce que c'est cohérent avec vos objectifs? Si vous avez des objectifs de forte rentabilité ou d'aller sur plein de collections NFT, mais que vous pouvez peut-être consacrer que 1 heure par semaine au Web3 et à la recherche d'informations, ça va être très compliqué parce qu'il y a quand même des manipulations à faire, il y a quand même de la recherche, des discussions à avoir avec des personnes. Voilà, il faut aussi être lucide là-dessus. Souvent, les bonnes opportunités, elles se font parce qu'on va aller fouiller un peu partout et on va trouver des choses super intéressantes et parfois avant la masse. Donc voilà, posez-vous déjà la question et du temps que vous pourriez y consacrer. Les extrêmes ne sont jamais bons. C'est vrai que je vous dis, c'est bien d'y passer du temps et de fouiller, mais si vous passez tout votre temps devant votre PC à faire de la crypto ou des NFT, vous allez voir que ça va pas donner grand-chose parce que vous allez commencer à engager des émotions, vous allez être fatigué, vous allez faire des erreurs, et l'inverse aussi, bien sûr, n'est pas bon. C'est-à-dire que si vous passez trop peu de temps dessus, ça vaut pas le coup. Ou alors vous faites un petit investissement régulier sur Bitcoin, on va dire sur les valeurs les plus sûres, et puis vous attendez que ça passe, mais ne vous attendez pas en tout cas à des rentabilités identiques. Ensuite, une fois que vous avez un peu estimé votre temps, il va falloir se définir des habitudes productives. Rechercher des informations, des news, avoir des discussions qualitatives, parce que pareil, vous allez voir, il y a plein de groupes de discussion et il y en a certaines qui n'apportent pas grand-chose, ou en tout cas qui vont pas vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ça dépend aussi les objectifs SMART que vous fixez. Et il va aussi falloir faire un état des lieux régulier de son portefeuille et continuer à vous former comme vous êtes en train de le faire actuellement, et c'est très bien. Ça vous met le pied à l'étrier. C'est pas du temps perdu, croyez-moi. Enfin, en tout cas, j'espère. Et derrière, tous les conseils que vous allez apprendre ici, vous allez pouvoir les appliquer au quotidien dans le Web3 et ça devrait donner des résultats pas mal. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une habitude qui est performante, c'est une habitude qui est plaisante, attractive, simple et évidente. Simple, je sais pas pourquoi je dis simple, parce que je pense en fait en même temps au livre Atomic Habits, sur comment on fait pour avoir des habitudes, intégrer des bonnes habitudes facilement. Et donc il faut savoir que voilà, les habitudes, il faut que ce soit un moment où vous fassiez plaisir, il faut que ce soit simple et évident. Voilà, donc si vous aimez le Web3, si vous aimez les crypto-monnaies, que vous aimez échanger avec les gens de cet écosystème, normalement, ça ne devrait pas être trop pénible pour vous de passer peut-être 1 heure par jour. Alors ça dépend de votre métier, ça dépend de votre état familial, etc. Mais voilà, donc je vous donne un exemple. Par exemple, ça peut être 1 heure par jour, le soir, après le repas ou la séance de sport. Voilà. Moi personnellement, c'est ce que j'essaye de faire, même si j'avoue que le matin, en début de journée, je suis un peu collé à mon, PC, à mon téléphone pour voir les dernières news avant de partir au boulot. C'est pas forcément une super habitude parce que après, j'ai pas le temps de mettre en place des actions et ça peut un peu impacter ma journée, on va dire. Mais voilà, au moins 1 heure le soir, ça c'est quelque chose que je fais et qui me permet quand même d'avoir un certain niveau d'information. Ensuite, on parle des émotions en investissement. On dit beaucoup que les émotions n'ont pas leur place dans le monde des investissements et du trading. Voilà, qu'il faut être le plus rationnel possible, mathématique, j'ai envie de dire, même si on peut jamais savoir et on n'a pas de boule de cristal sur le marché. Il faut quand même essayer de se détacher un peu. Les arguments, c'est que les émotions vont impacter les analyses objectives. On va pas être capable de lâcher une collection qu'on aime beaucoup parce qu'on trouve que le NFT il est joli, ou on a une attache voilà, particulière dessus parce que ça correspond à un événement ou quelque chose qu'on a réussi à faire. Et donc on va se dire il faut pas vendre, alors que si, là il faudrait y aller parce que le projet est en train de couler complètement, ou alors vous avez déjà un bon bénéfice à prendre et il faut savoir prendre ces bénéfices. Ça a été le problème de beaucoup de personnes en bull run sur justement 2021. Ensuite, l'autre argument pourquoi les émotions n'auraient pas leur place, c'est qu'elles provoquent des erreurs et des mauvaises décisions. Alors, il faut savoir qu'en crypto-monnaie, c'est vrai, c'est aussi quelque chose qui peut s'appliquer. Pourquoi? Parce que déjà, on a une forte volatilité du secteur. Donc, ça peut mener à des actions irrationnelles et ça dépend aussi de votre aversion au risque. Donc, souvent, comme il y a une forte volatilité, on a un peu des gens qu'on appelle dégen, c'est-à-dire des personnes qui gamblent un peu, qui font du poker, qui se disent ok, allez, je mets un billet sur le Bitcoin, ou je mets un billet sur une collection NFT et on verra bien ce que ça donne, et voilà, et à moins que ça explose, je vends pas. Voilà, un peu qui s'en foutent en fait. Il n'y a pas vraiment de logique derrière leurs actions, donc eux, ils ont une très faible
aversion au risque. Mais il y a beaucoup de personnes, et moi j'en fais partie, hein, clairement, si j'investis dans la crypto et le Web3, c'est pas pour jeter mon argent par les fenêtres. Donc ça peut mener à des actions irrationnelles. Quand on voit la forte volatilité du secteur, il faut être bien accroché. On a des cours de crypto qui peuvent faire des moins 20, moins 30% en quelques heures. Et là, il faut être assez solide et être sûr de ses choix et de ses recherches. Et puis, il y a aussi quand même ce qu'on appelle le FOMO, le The Fear of Missing Out, donc la peur de passer à côté de quelque chose, qui est quand même un biais psychologique. Alors, il y en a beaucoup dans le monde des crypto-monnaies, des NFT. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. N'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Mais c'est un biais psychologique qui est particulièrement présent. Et comme en fait, on voit beaucoup de marketing très poussé, d'opportunités, et puis parfois des holders, donc des personnes qui détiennent le token ou le NFT en question, qui vont être très soudés et qui vont essayer de promouvoir le projet au maximum parce qu'eux, ils ont tout à y gagner. Et vu qu'ils sont déjà investis dedans, le but, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui rejoignent le navire pour faire monter le cours et que eux puissent prendre leur profit derrière, forcément. Et donc, des fois, on va avoir des projets comme ça qui naissent de nulle part et qui vont atteindre des prix juste délirants parce que des personnes vont se jeter dessus et ça montre pas leur valeur réelle. Alors, peut-être que je vais vexer certaines personnes qui sont sur les Nakamigos, une collection qui a été lancée en avril 2023, même un peu plus tôt, je crois, qui est une collection de petits personnages. Si vous regardez la slide, vous avez les petits dessins. Et eux, ils ont fait de l'excellent marketing, du marketing d'influence. Voilà, il y a eu des rumeurs aussi qui ont été propagées sur cette collection. Et on a aussi des holders soudés, c'est-à-dire personnes qui ont acheté, qui ont reçu, pardon, même gratuitement cette collection et qui ont été extrêmement soudés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de revendre, je sais pas, à 10 $ ou 20 $ pour se faire un petit billet. Ils se sont dit non, on va les garder, on pense que ça peut monter plus haut, on va aider à faire connaître la collection et faire grimper la hype un petit peu autour du projet. Et en fait, ça atteint très rapidement, alors je n'ai pas le cours actuel de cette collection, mais je sais que quand j'avais regardé au moment de la formation, ça avait atteint 0,85 ETH, ce qui correspondait à ce moment-là à une valeur d'à peu près 1580 $. Donc vous imaginez une collection distribuée gratuitement de petits personnages pixelisés qui ne donnent pas de valeur réelle. Alors il y a une valeur communautaire, on va le voir, mais pas forcément d'autres choses en fait. Et ça passe à 1580 $, donc c'est assez énorme. Et parmi ces gens-là, il y en a qui l'ont eu gratos et qui vont se faire des bons bénéfices. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent non mais attends, si ça atteint 1580, peut-être que ça peut atteindre 2000, peut-être ça peut atteindre 3000. Et donc ils vont acheter à ce montant-là. Et en fait, comme c'est basé sur rien, sur de la spéculation, peut-être que demain, de 1580, ça passe à 300 $. Et donc là, on a quelqu'un qui peut avoir perdu plus de 1000 $ en un seul. Et là, il a été sujet au FOMO complètement. Donc voilà, faire attention aux émotions, mais c'est aussi faux. Il faut aussi savoir prendre en compte ces émotions quand on est dans l'écosystème Web3, NFT, crypto-monnaie, parce que c'est un écosystème qui est un peu particulier. On peut tomber sur des projets déjà d'une part qui ont du sens pour soi et qu'on va apprécier. Donc ça peut permettre d'implanter des habitudes productives et durables. Et on a aussi des collections NFT qui, au-delà du côté spéculatif, c'est-à-dire vous faites de l'achat-revente et espérez de revendre plus cher pour empocher des bénéfices, vous allez avoir de la valeur et des fonctionnalités. Alors j'ai pris un exemple parce que moi j'aime beaucoup les projets sportifs qu'on peut voir émerger dans le Web3. Donc j'ai pris l'exemple de quelqu'un, Laura, qui aime le sport, la nutrition et bien sûr le Web3. Et en fait, elle peut investir dans deux collections. Alors j'ai pris deux exemples voilà, qui sont pareils dans l'écosystème sportif. Le premier, c'est les SAGC, qui est une collection, voilà, vous voyez, de singes un petit peu musclés comme ça, et qui en fait va vous permettre d'obtenir des conseils de musculation et des réductions sur des compléments alimentaires. En fait, c'est des sportifs qui ont décidé de lancer cette collection de NFT et si vous investissiez dedans, vous aviez droit à des réductions à vie sur une boutique de compléments alimentaires, donc de la whey, des vitamines, peu importe, et même des programmes sportifs, je crois. Et bien sûr, en allant sur leur Discord et étant détenteur de ce NFT, vous avez accès à des conversations et des conseils sur la nutrition, sur des programmes de musculation, sur voilà, optimiser votre sommeil, etc. Et il y a un autre projet qui s'appelle Moo, qui lui est un peu un projet Move to Earn qu'on appelle, c'est-à-dire que vous allez gagner des crypto-monnaies grâce à vos entraînements fitness. En fait, il faut que vous ayez une montre connectée, que vous déteniez ce NFT sur une application et ça va détecter votre rythme cardiaque et donc ça va détecter les moments où vous êtes en activité sportive et vous allez être récompensé en crypto-monnaie pour cela.
Et donc là, on est sur des NFT qui peut-être, d'un point de vue purement spéculatif, vont pas apporter grand-chose à Laura, quoique, si vraiment c'est très utile, ben, peut-être que le prix va augmenter et elle pourra faire des bénéfices. Mais ce qui l'intéresse, elle, c'est pas vraiment la valeur du truc, c'est ce que ça peut lui apporter en termes de fonctionnalité. Donc ici, accéder à une communauté de gens passionnés par le sport et la musculation, des réductions pour pouvoir se procurer des compléments alimentaires, et un bracelet qui va permettre de l'encourager à faire du sport de manière régulière pour obtenir des petits gains en crypto-monnaie en plus. Donc c'est que du bénéfice. Et voilà, et on n'est pas obligé là d'être dans une démarche purement d'investisseur, on va dire. Et là, c'est bien de prendre en compte aussi ses objectifs, ce qu'on a envie de faire et donc ses émotions. On passe maintenant aux 3 catégories de NFT. Alors, il faut savoir qu'il y en a 3. Peut-être qu'il y en aura plus dans le futur, on ne sait pas, hein, peut-être qu'il y a de nouvelles formes de NFT qui vont émerger avec de nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais actuellement on peut les ranger dans 3 grandes catégories. Le premier, ça va être les NFT utilitaires qui vont vous permettre, on l'a vu avant avec l'exemple de Laura et le sport, qui vont vous donner des fonctionnalités, que ce soit sur une application mobile, que ce soit des réductions sur une boutique, pour accéder à un concert, peu importe. J'ai pris l'exemple ici de Stable, qui est le projet de PMU, j'avais fait une vidéo là-dessus, où en fait vous allez rentrer dans un jeu et faire des compétitions d'équitation avec des courses de chevaux, hein, tout simplement, avec les autres joueurs qui se sont aussi procurés ces NFT. Et derrière, vous pouvez recevoir des récompenses, vous pouvez accéder à des courses organisées par le PMU en direct. Voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place autour de ce projet. Et donc là, on parle vraiment de NFT utilitaires. Ensuite, vous avez les NFT artistiques qui sont... Alors, je prends Arc, j'adore vraiment ce visuel. Si vous regardez les slides, vous l'avez au centre de l'écran. Moi, j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup ces couleurs un peu Japon, etc. Pardon. Et donc là, on est vraiment sur de l'artistique, ça ne vous donne pas une utilité spéciale, ça ne vous donne pas d'avantage, peut-être que ça peut venir dans le temps, hein, c'est évolutif aussi, mais là, c'est surtout, on aime l'artiste, on aime l'œuvre, on a envie de le soutenir, ou alors tout simplement, on a envie de se procurer un exemplaire de cette œuvre-là, digitale, et donc on l'achète. Et ensuite, il y a le troisième catégorie qui est les NFT communautaires, qui vont vous donner accès à une communauté de gens qui ont aussi investi dans la même collection et sur lesquels vous allez pouvoir partager des choses. Ça peut être, comme on peut reprendre l'exemple du sport, hein, mais des personnes qui sont passionnées par le running, ils vont acheter une collection et du coup, ils vont se retrouver entre runners. Ils vont pouvoir mettre en place des événements en physique ou virtuel, ils vont pouvoir échanger, se donner des conseils, des recommandations et avancer ensemble. Ici, j'ai pris l'exemple de Monsieur Rabbit qu'on a accueilli sur le podcast à 2 reprises et qui a fait une collection de NFT, Very Important Rabbit, et qui donne accès en fait à... Bon, souvent c'est ses abonnés, hein, c'est des personnes qui suivent, qui décident de le soutenir en investissant dans ce NFT, et derrière ils accèdent à un Discord, à des avantages. Alors j'ai pas creusé avec lui, mais voilà, ils peuvent aussi leur faire un peu des cadeaux, des giveaways réguliers. Donc là on est sur du communautaire. On peut avoir des NFT qui cumulent les 3, hein, qui ont une dimension artistique, qui ont des utilités dans la vie réelle ou digitale et qui permettent de créer une communauté. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui va faire la valeur de ces 3 catégories de NFT? C'est assez simple. Les utilitaires, ça va être les fonctionnalités qu'ils donnent. Il va aussi y avoir la notoriété de la collection autour du projet, donc le marketing, la communication vont avoir leur impact. Il va y avoir des évolutions, c'est-à-dire est-ce que les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, ça sera que ça, ou alors au fur et à mesure que l'entreprise se développe, que le projet se développe, on peut imaginer qu'il va y avoir d'autres utilités, d'autres choses super intéressantes. Voilà, ça peut contribuer à donner de la valeur. Et puis, bien sûr, il y a la rareté. Ça dépend combien d'exemplaires sont émis. Ça, bien, voilà, si vous avez 20 000 NFT, ce ne sera pas la même chose que s'il y en a 100 et s'il y a beaucoup de personnes qui se bousculent au portillon pour en obtenir un. Pour l'artistique, là, c'est beaucoup plus synthétique. Il n'y a pas la notion de fonctionnalité et d'évolution. Là, ça va être surtout la notoriété de l'artiste et la rareté, ça va être aussi le nombre d'exemplaires. Si c'est une œuvre d'art unique, par exemple, on peut s'attendre à une valeur plus forte que si c'est la même œuvre qui est imprimée, entre guillemets, de manière digitale, en plusieurs centaines d'exemplaires. Après, bien sûr, ça dépend encore une fois de la réputation de l'artiste et de son style. Et pour les communautaires, ça va être un peu la même chose, en fait. Alors, il peut y avoir des fonctionnalités, mais ce qui va faire le succès d'une collection communautaire, ça va être la notoriété
de la personne qui lance cette communauté, que ce soit une personne physique ou que ce soit une entreprise, et puis la rareté, le nombre d'exemplaires. Est-ce que c'est une communauté ultra restreinte et que tout le monde veut s'arracher, ou est-ce que c'est quelque chose où on essaye de faire venir un maximum de monde pour avoir beaucoup de personnes qui peuvent échanger sur plein de sujets différents, et dans ce cas-là, on sera un peu moins sélectif, donc on peut s'attendre à un prix plus faible. Donc comme je disais, il y a différentes propriétés sur les NFT, et c'est important de tous les regarder pour savoir si vous voulez y aller ou pas. Première chose, la supply. Combien il y a d'exemplaires de NFT dans cette collection? Le prix. Quel est le prix de base, bien sûr, qu'on fixe sur cette collection? Est-ce que vous pensez que ça le vaut par rapport à l'artiste, par rapport aux fonctionnalités que ça donne? Ça, c'est à vous d'en juger et peut-être aussi d'en discuter avec d'autres personnes qui sont intéressées. Ensuite, il y a les attributs. Vous allez voir, donc là j'ai pris l'exemple des Famous Fox Federation, où vous allez avoir plein de types d'attributs. Donc chaque NFT est unique, et ce petit renard peut avoir différentes caractéristiques physiques, différentes tenues, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut donner de la valeur, parce qu'on va avoir des personnes qui sont intéressées par le design et les attributs. Il y a la temporalité. Est-ce qu'on est sur une première collection d'une grosse boîte et qui va peut-être derrière lancer d'autres collections derrière, et donc la toute première, elle a un peu ce côté Genesis, ce côté premium, quoi. Vous êtes les premiers à vous être positionnés dessus. Les collections qu'il y aura derrière, elles n'auront pas la même aura. Et puis, est-ce que surtout, on est dans une perspective de croissance, ou est-ce que c'est un one-shot, une entreprise ou même des particuliers qui lancent une collection voilà, juste pour le fun, et il n'y a pas vraiment de vision, il n'y a pas vraiment de développement derrière. Voilà, ça c'est des choses à mesurer. Et puis bien sûr, comme on l'a dit, il y a les fonctionnalités. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce NFT? Est-ce que c'est juste quelque chose, un JPEG, comme disaient les détracteurs en 2021-2022, ou est-ce que au-delà du JPEG, il y a une dimension artistique où il y a des choses que vous allez pouvoir faire, obtenir des réductions, accéder à des événements, voilà. Et tout ça, ça va permettre de définir l'ensemble de ces propriétés. Ça va définir un certain montant que vous jugerez pertinent, et que vous jugerez peut-être voilà, efficace, et ça vaut le coup d'y aller. Donc, comme je disais, je récapitule. Comment on mesure le potentiel d'une collection NFT? Première question qu'on peut se poser, est-ce que les fonctionnalités apportées par le NFT sont ou seront attractives? Parce que des fois, c'est des projets qui démarrent, des entreprises qui testent un petit peu le marché, et donc ils font via des white papers, des sites web ou d'autres réseaux sociaux, ils peuvent expliquer que les NFT serviront à faire ceci, cela. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui sont attractives? Et après, est-ce que l'entreprise pourra tenir ses promesses? Ça, c'est encore un autre sujet qu'on va voir un peu plus tard. Ensuite, est-ce que le prix du NFT, que ce soit une première vente ou que ce soit une revente, est-ce qu'il est justifié? Par exemple, les Nakamigos que je vous ai expliqué tout à l'heure, où on est d'un NFT qui était gratuit au départ et qui après se revend à 1580 $, est-ce que vraiment c'est justifié? Est-ce que la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle n'est-elle pas trop forte? Spoiler alerte, moi je pense que si, totalement. Mais après, pourquoi pas, on peut avoir de nouvelles utilités qui émergent, et derrière, ça peut donner des choses très intéressantes, et finalement, ce serait un bon prix. On peut jamais être sûr. Mais voilà, quand on part d'une collection gratuite à 1500, bon, ça pose question. Ensuite, est-ce que le projet est attractif? Est-ce qu'il y a un lien entre l'offre et la demande? Donc, est-ce qu'on voit que c'est une collection, les personnes veulent se l'arracher, il y a beaucoup de ventes qui se font quotidiennement sur les marketplaces, ou est-ce que c'est une collection qui semble un petit peu à l'abandon, où les personnes essayent de s'en débarrasser, on voit que le prix diminue, alors plus ou moins vite, mais voilà, il diminue inexorablement. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi s'il y a de la demande, parce que si un jour vous visez et que vous voulez prendre des bénéfices avec cette collection ou même avec cette crypto-monnaie, il faut être sûr qu'il y a une demande derrière qui sera suffisamment forte pour pousser les prix à la hausse. Ensuite, est-ce que la communauté des holders est soudée? Donc ça, c'est la notion de marketing de tribu qui est super important. C'est que des fois, on a des communautés qui sont juste là pour prendre un profit rapide, et donc on appelle les paper hands, vous allez voir ça sur le marché, et qui vont essayer de vendre très vite dès qu'il y a une petite marge à se faire. Je pense que pour aller viser les gros multiples, c'est toujours cool d'avoir une communauté de holders qui vise haut, qui a vraiment des grosses ambitions pour la collection,
et qui du coup ne vont pas s'en séparer dès qu'ils vont pouvoir se prendre une petite marge et qui vont attendre que le prix augmente. Ça va limiter déjà l'offre. Donc si la demande augmente en parallèle, bah là c'est bingo, hein, ça tire vers le haut. Et comme ça, vous vous sentirez pleinement investi dans le projet. Et après, bien sûr, toujours avoir une veille concurrentielle. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres collections, d'autres projets qui proposent plus ou moins la même chose, plus rapidement, voire avec de meilleures fonctionnalités? Et là, warning, il faut alerter le truc et essayer de voir pour se retourner. Donc, au-delà de la collection de NFT, il faut s'intéresser à son auteur, l'entreprise, ou des fois des particuliers. Il faut s'intéresser à ceux qui émettent la collection et pas juste la collection en elle-même. Et donc, pour avoir une entreprise solide, il faut un modèle économique qui soit fiable. Quand une entreprise lance un projet crypto-monnaie et NFT, il faut être sûr que les entrées d'argent qui vont dans cette entreprise ou dans ce projet soient supérieures ou au moins égales aux sorties d'argent. Parce que c'est le principe de base, hein, il faut qu'une entreprise elle soit durable, il faut qu'elle soit donc en croissance, et puis il faut également bien sûr qu'elle soit source de bénéfices pour elle et pour ses investisseurs. Et vous en fait quand vous investissez dans une collection NFT, vous êtes investisseur, vous n'êtes pas juste client, vous détenez un petit peu une partie de l'entreprise en quelque sorte, et elle vous donne des fonctionnalités, des avantages, et donc vous êtes en droit aussi d'avoir certaines exigences. On voit beaucoup de détenteurs de tokens ou de NFT qui sont parfois passifs, et je recommande vraiment de suivre les actualités de l'entreprise qu'il y a derrière, de leur faire des recommandations avec la communauté bien sûr qui est derrière, pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc voilà, on voit parfois des projets qui malheureusement dès le départ ne sont pas sur un modèle économique fiable et ils ont très peu d'argent, ils ont très peu de fonds, de partenaires qui décident de croire en leur projet. C'est vous en fait qui fournissez les liquidités d'entrée en achetant les collections, et par contre derrière ils vont faire plein de cadeaux, ils vont dilapider un peu l'argent dans plein de trucs, et donc là ça n'annonce rien de bon pour le développement de l'entreprise. Pour les sources d'entrée d'argent, l'idéal, c'est que ce soit varié. C'est que ce soit pas que vous. C'est ce que j'ai mis là dans les investissements initiaux. Ils lancent souvent parfois une première collection de NFT, collection Genesis. Donc là, c'est cool, vous êtes les premiers à faire confiance à une entreprise toute neuve. Mais pour eux, c'est une manière de recollecter des fonds, hein, concrètement. Il faut pas se mentir. Il y a aussi le formule de ICO, c'est pareil, c'est qu'il y a un projet qui lance sa crypto-monnaie, son token, et vous pouvez décider de l'acheter à un prix qui potentiellement peut être un prix très bas si le projet décolle et que le cours de la crypto monte, mais qui peut aussi tout simplement ne pas fonctionner ou l'entreprise arrête, etc. Et vous vous retrouvez avec des tokens qui n'ont plus aucune valeur. Et ça vaut aussi pour les NFT. Donc il faut ça. Il faut aussi des investissements privés. C'est toujours bien quand leur business plan est solide et qu'ils arrivent à faire des levées de fonds. Il faut aussi que la marketplace soit dynamique, qui est de l'achat-revente, ce que je vous disais, qui est quand même de l'offre et de la demande, parce que souvent ils vont toucher des royalties sur les collections. C'est-à-dire que je sais pas, si vous vendez par exemple votre NFT à 100$, s'il y a des royalties à 7%, c'est que l'entreprise va toucher 7$ sur cette transaction et ainsi de suite. Et parfois sur des marchés très dynamiques, où ça s'échange quotidiennement en plusieurs dizaines, centaines d'exemplaires, eh bien les royalties peuvent représenter une entrée d'argent non négligeable. Et ensuite, il y a des systèmes aussi, alors là on parle peut-être plus de tokenomique, mais de burning et de rétention. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une certaine supply, une certaine quantité de tokens qui sont émis, et puis on va réduire progressivement cette supply, donc ça va raréfier la ressource. Donc on peut s'attendre, si la demande est toujours aussi forte, que la valeur elle soit en augmentation, et ça peut vous permettre aussi, si vous gardez ces tokens plutôt que de les vendre, de prendre des profits rapides, d'avoir un impact sur la gouvernance et d'avoir certaines récompenses. Voilà, donc ça c'est aussi cool pour favoriser une communauté de holders soudés. Je vais faire une petite parenthèse quand même sur les Ponzi, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans l'écosystème en 2021, 2022, et qu'on verra certainement encore dans les prochaines années. On n'en parle pas trop, et pourtant c'est quelque chose qui est très fréquent. Alors ils n'utilisent pas le terme Ponzi, ils vont vous donner d'autres mécaniques, d'autres choses, mais c'est pas terrible, et finalement essayez vraiment de sortir de ça dès que vous reconnaissez ce fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est un Ponzi? C'est un projet qui repose exclusivement, et je dis bien exclusivement, sur les investissements réalisés par les nouveaux joueurs et ou entrants. Donc dans ce cas-là, on a une économie, c'est logique, qui s'effondre lorsqu'il n'y a plus d'arrivants, et ceux qui sont en bas de la pyramide perdent leur mise. Et aussi, accessoirement, je vous le mets, mais c'est illégal en France. Qu'est-ce que c'est par exemple? C'est un projet où
Toutes les entrées d'argent vont venir par l'achat de collections NFT. Vous achetez des NFT et ces NFT-là, d'une manière ou d'une autre, par des actions que vous allez faire, si vous les détenez, vous allez gagner de l'argent. Tous les jours, vous allez gagner une certaine somme. Voilà. Alors, bien sûr, je pense que vous avez déjà des idées en tête de projets qui ont fonctionné comme ça, surtout en 2021-2022. Je pense à des Move to Earn, donc des projets de sport où vous étiez récompensé en crypto-monnaie par une activité physique. La condition pour être rémunéré en crypto-monnaie, c'était de détenir des NFT, et plus vous en aviez, ou en tout cas plus vous aviez des NFT qui coûtaient cher, et plus ça pouvait vous rapporter beaucoup tous les jours. Donc ça, en fait, les premières personnes qui sont rentrées dans le projet, eh bien voilà, elles ont eu leur NFT à un prix assez bas, elles ont commencé à gagner de la crypto, et puis elles ont réussi à accumuler beaucoup plus de NFT et en revendre une partie à des nouveaux joueurs qui voulaient aussi rentrer dans la danse, et donc dans ce cas-là rentrer dans la pyramide. Donc ils étaient prêts à acheter des NFT plus chers, mais ça valait le coup parce que ils gagnaient de l'argent, ils gagnaient de l'argent. Et donc au fur et à mesure, on a le prix qui n'arrêtait pas d'augmenter des NFT parce que tout le monde voulait rentrer dans ce jeu-là et avoir des beaux gains quotidiens grâce à leur activité physique. Sauf que le problème, sur quoi était reposé le prix de ces NFT et le cours de la crypto-monnaie en question, eh bien uniquement sur les derniers arrivants qui allaient et qui injectaient des liquidités, soit pour se procurer des nouveaux NFT et essayer de récupérer leur mise, soit pour réinvestir dans le token et pouvoir améliorer leur NFT et leur performance. Et donc, le jour où il n'y a plus de nouveaux entrants, il n'y a plus de liquidités qui rentrent, et bien, qu'est-ce qui se passe? On n'a que des personnes qui prennent leur profit, qui vendent, qui vendent, qui vendent. Donc, le cours de la crypto-monnaie s'effondre. Les gens commencent à paniquer et essayer de limiter leurs pertes et de revendre leur NFT à plus bas prix. Les prix chutent en permanence et la pyramide s'effondre totalement. Voilà. Et il y a des projets qui ne s'en relèvent pas du tout ou qui sont obligés de se renouveler à 100% pour pouvoir regagner en durabilité. Donc, sortez vraiment de là. Après, il y en a qui disent, non, si vous êtes au début de la pyramide, vous êtes gagnant. Certes, après, c'est pas très éthique comme fonctionnement et c'est ultra risqué. D'ailleurs, comme je vous dis, les Ponzi sont illégaux. C'est mieux. Voilà, oups, j'ai nommé un projet. Je pense qu'il y a des gros aficionados qui réagiront en commentaire. Donc oui, je parlais bien entendu de Stephen. Vous voyez le cours qui est écrit ici avec un GST qui attenait 8 dollars en mai et qui, quelques mois plus tard, a eu son cours, c'est même plus que divisé par 10 là, hein, on est sur du... C'est même plus que divisé par 100. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble quand on a un effondrement comme ça qui s'arrête jamais et qu'on n'a plus de nouveaux entrants qui viennent apporter des liquidités. Voilà. Alors après, Stephen a su bien rebondir, mettre en place un système de gamification, ça n'a rien à voir. Les gens aussi ont pris, je pense, beaucoup de recul par rapport à ces gains apparemment faciles. Et ça va beaucoup mieux pour eux, mais à ce moment-là, on parlait de Ponzi. Alors il y en a qui vont dire non, c'est pas de Ponzi, c'est une bulle spéculative, c'est pas pareil. Moi je suis désolé, quand les 3/4 des liquidités, enfin même quasiment 100% des liquidités viennent des gens qui démarrent et qui essayent de faire la même chose que les autres, c'est un Ponzi. Autre paramètre à considérer pour avoir une entreprise solide. Est-ce que l'équipe est doxée? Doxée, c'est-à-dire que vous connaissez leur identité. Vous avez, il y a des comptes LinkedIn, vous savez qui est la personne, parce qu'il y en a des fois qui vont rester anonymes ou qui vont donner des pseudos ou des fausses identités. Et est-ce qu'elles sont compétentes? Parce que ça c'est pareil, c'est pas juste à identifier les personnes, mais savoir si vraiment, voilà, ils ont des compétences dans le Web3, sur ce type de projet. C'est quelque chose qui est parfois dur à attraper, mais si on a l'information, c'est pas mal. Un respect des délais et une ambition claire. On a des entreprises qui vont vous donner un white paper avec une roadmap, ils vont dire, voilà, tel trimestre il y aura ça, tel trimestre il y aura telle autre fonctionnalité. Et donc des fois, on en a qui sont incapables de tenir les délais, qui ont des retards monstrueux. Et ça montre un peu une incompétence finalement, c'est qu'on voit beaucoup trop gros par rapport à ce qu'on est capable de faire, par rapport à nos moyens, par rapport à nos compétences. Et du coup, on peut aussi se poser des questions pour la suite. Est-ce qu'ils sont en train de lâcher prise? Est-ce qu'ils vont être capables d'embaucher, de passer la vitesse supérieure? Donc ça, c'est aussi voir un peu les premiers échelons
et voir un peu si ça suit, c'est toujours pas mal avant de rentrer sur un projet. Ensuite, il faut voir les investisseurs et voir s'ils sont qualitatifs. Donc c'est vrai que pour la communauté, des personnes comme vous et moi, voir si c'est des personnes qui s'y intéressent vraiment, qui veulent conserver leur collection, leurs tokens et voir l'avancée du projet, ou est-ce que ce sont des personnes qui vont chercher des profits très rapides? Est-ce qu'il y a des privés? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se positionnent? Et là, c'est un certain sérieux, hein, parce qu'il n'y a pas des entreprises qui vont injecter des millions d'euros sur quelque chose qui peut-être est pourri, ou voilà, hein, eux, leur but c'est de se faire de l'argent, donc ils font bien attention et ils font des recherches assez poussées en général. Je dis bien en général. Ensuite, capacité à déléguer et à recruter rapidement, ça c'est aussi un problème qu'on a vu, peut-être à cause du FOMO, peut-être à cause du marché qui était dingue et qui le sera certainement sur les bull runs, mais on a des personnes qui parfois qui étaient toutes seules et qui se lançaient un projet de malade, et finalement derrière ça va pas à la vitesse voulue, ça a pas les résultats escomptés, parce que tout simplement il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'énergie pour mener ça tout seul. Ensuite, il faut aussi écouter les early adopters. Ça, c'est si vous arrivez sur un projet qui est déjà lancé depuis quelques semaines, quelques mois. Ça vaut le coup de voir les premières personnes qui sont rentrées dans le projet, qui sont encore là, et d'avoir leur avis. Ça, c'est quelque chose, vous pouvez aller sur les Discord, sur plein de réseaux sociaux, je vais tout vous mettre juste après. Mais c'est intéressant d'avoir leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont satisfaits des fonctionnalités offertes, etc. Et après, est-ce que le prix actuel vous semble cohérent avec la valeur que vous pouvez en retirer? Ça, c'est pareil. Des fois, vous allez voir, il y a des prix qui sont juste délirants par rapport à la rentabilité du truc ou par rapport à l'ambition du projet. Et des fois, ça peut vous sembler tout à fait cohérent, même vous pouvez, vous avez l'air gagnant direct. Donc là, ça peut être très intéressant. Il faut aussi savoir investir au bon moment. Alors la loi de l'offre et la demande, c'est la base, hein, que ce soit en crypto-monnaie ou même sur les marchés de manière générale. Et il faut aussi savoir que ça peut varier très fort d'une période de temps à l'autre. Par exemple, quand on va avoir des temps morts, voilà, un entrepreneur qui prend du retard, qui est submergé, qui fait un burn-out sur sa collection et autres, ça peut être des scandales autour du projet ou de l'écosystème, ça peut arriver et c'est plus fréquent que ce qu'on pense. Là, on va avoir une forte baisse de la demande, peu de personnes vont vouloir rentrer sur ce projet parce qu'il n'y a que des échos négatifs sur les réseaux, dans les médias. Et par contre, l'offre va augmenter. Il y a beaucoup de personnes qui sont dedans et qui vont se dire, oula, moi je veux limiter la casse, je veux peut-être sortir de ça. Et donc, ils vont se mettre à vendre leurs trucs. Et donc, comme on a une baisse de la demande et une augmentation de l'offre, ça va tirer les prix vers le bas. Inversement, quand on est dans une période un peu d'euphorie, d'engouement, qu'il y a des belles news, des choses qui arrivent et qu'on a une croissance générale de la structure, là on a une demande, plein de personnes veulent rejoindre le bateau. L'offre va diminuer, les personnes qui possèdent, qui sont déjà dedans, ils vont dire non, moi je conserve, je vais pas mettre en vente mon truc, je le garde parce que c'est prometteur. Là, les prix vont être tirés vers le haut. Et donc la règle générale que vous avez peut-être déjà entendue par des créateurs de contenu ou voilà, par d'autres moyens, c'est buy the rumor, sell the news. C'est-à-dire que souvent quand la nouvelle tombe, en fait il y a un peu, pas une déception, mais bon, on se dit ok, voilà, l'engouement est un peu retombé finalement. Et donc c'est peut-être le bon moment de vendre parce que juste avant, il y a beaucoup de personnes qui ont acheté la rumeur, des promesses qui étaient super alléchantes, des choses où on pense que ça va décoller, et donc on achète pour se préparer. Je vous mets l'analyse du cycle de vie d'un produit. Donc ça va vous détailler. Alors là c'est un graphe, donc pour ceux qui sont en format podcast, je vais essayer de vous le décrire au mieux. Mais c'est une courbe, un peu une sorte de parabole. Donc en fonction qui montre les ventes d'un produit en fonction du temps. Et donc on voit qu'il y a 4 phases: la phase d'introduction, la phase de croissance, la phase de maturité qui est au sommet de la parabole, et ensuite un déclin. Donc vous allez voir un peu qu'il y a des avantages et des limites à investir dans chacune de ces phases d'un cycle de vie du produit. Il faut savoir que tous les projets, que ce soit des NFT, que ce soit des crypto-monnaies, rentrent dans ce cadre-là. Alors il y en a qui ont des phases qui sont plus ou moins longues, donc on ne reconnaît pas forcément cette courbe un peu en cloche, mais inévitablement c'est le cas, et c'est le cas de tous les produits, que ce soit du Web 2 ou du Web 3. La phase d'introduction, donc le décollage, le lancement de la courbe, ça correspond en fait à la naissance du projet et les premières adhésions par les early adopters. Là ici le risque il est très élevé forcément parce que tout reste à faire, c'est comme les startups, hein, vous regardez les startups qui marchent, je crois que il y en a 9 sur 10 qui ne tiennent pas 3 ans il me semble, voilà, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a beaucoup plus de startups qui échouent que celles qui réussissent ou qui même tiennent plusieurs années. C'est exactement pareil dans le Web 3, faut pas, tous les projets, toutes les collections ne pourront pas fonctionner.
Donc c'est un risque très élevé. Par contre, les prix restent faibles en général, hein. Après, il y a des projets qui se positionnent sur du premium et qui vont de suite proposer des prix très, très exorbitants. Mais en général, pour essayer de booster un peu le projet et essayer d'avoir des premières rentrées d'argent, le prix sera relativement faible. Ça dépend aussi de ce qu'on entend par faible, bien sûr, mais ça permet d'encourager l'adhésion et de convertir des premiers clients, des premiers utilisateurs. Et les gains potentiels, là, ils vont... Alors, on dit bien potentiel, pas certains, loin de là, mais ils vont être très élevés parce que comme vous avez acheté très bas au tout début du projet, si le projet décolle, derrière, c'est que du bénéfice. S'il marche pas, par contre, vous perdez votre mise initiale, bien sûr. Ensuite, il y a la phase de croissance. Donc là, on a la courbe qui augmente, qui augmente. Donc c'est, si le projet se passe bien, bien sûr, une effervescence autour du projet. On a de nombreux arrivants sur un court laps de temps. Là, le risque, il est moyen à élevé. Pourquoi? Parce que le projet est déjà en train de décoller. Voilà, on va dire que c'est les early adopters en phase d'introduction. Ça a été un peu ceux qui sont allés au charbon, qui ont pris tous les risques. Là, on voit que c'est en train de décoller. Il y a déjà peut-être les premières promesses, les premières fonctionnalités disponibles. Donc là, vous prenez entre guillemets un peu moins de risques parce que vous avez plus d'éléments et plus d'informations par rapport au projet que vous pouvez et vous pouvez faire des analyses un peu plus poussées. Mais ça reste élevé quand même parce que vous investissez dans une phase de croissance et donc on n'est pas à l'abri que ça retombe tout aussi sec. Et voilà. Donc c'est souvent là qu'il y a d'ailleurs la phase de FOMO. Les prix vont être moyens à très élevés du coup. Forcément, les early adopters vont, face à cette demande de croissante, tirer les prix vers le haut. Ils vont essayer de se faire un maximum de bénéfices. Et donc, vous allez pouvoir acheter, si vous êtes au début de cette croissance, ça va encore. Par contre, si vous êtes à la fin du FOMO, là, vous achetez au prix très fort. Donc, ça peut valoir le coup si sur le long terme, c'est un projet ultra solide et même si vous êtes en fin de FOMO, vous serez toujours au moins à l'équilibre. Par contre, des fois, c'est des FOMO qui sont injustifiés, ça monte beaucoup trop haut, ça spécule. Et derrière, les gens reviennent un peu à la raison, se disent ça vaut pas ce prix-là et donc ça chute. Et ceux qui étaient en haut de la courbe de croissance sont en perte. Et donc du coup, forcément, les gains potentiels vont être moins importants, ils vont être moyens à nuls par rapport à ceux qui ont investi dans la phase précédente. Après, il y a la phase de maturité. Donc là, on est sur des projets. Alors, tous les projets n'arrivent même pas à la phase de maturité, hein, mais il y en a qui sont un peu sur rythme de croisière. Il y a un projet bien établi, la communauté est stable, il y a des nouveaux entrants de manière régulière. Là, le risque est faible. C'est-à-dire que vous avez plein de données, plein de personnes qui ont déjà rejoint, qui peuvent vous faire des retours d'expérience. Donc, investir là-dessus, le risque est assez limité. Par contre, le prix, il va être moyen. Le prix pour investir dedans, c'est moyen. C'est-à-dire que ça va être en adéquation avec les revenus potentiels du projet. Voilà, quand on est un peu dans un rythme comme ça, où il y a de l'offre, de la demande, mais qu'il n'y a pas une surdemande, les prix vont rester à peu près dans un range, dans une fourchette qui correspond à la valeur réelle apportée par le projet et les revenus potentiels que vous pouvez en générer. Et donc là, forcément, vous prenez peu de risques, mais les gains potentiels, ils vont être aussi faibles. Et après, dernière phase, malheureusement, ça arrive. Alors, il y a des projets, je suis d'accord avec vous, je prends par exemple le cas du Coca-Cola, où le déclin n'arrive jamais, ou en tout cas va arriver, mais peut-être ce sera dans un siècle que le Coca-Cola va s'effondrer. On ne sait pas, il peut y avoir toujours du déclin, mais en tout cas, toutes ces phases arrivent pour tous les produits sans exception. Voilà. Si vous avez des exemples de projets qui ne respectent pas cette courbe, alors bien sûr, il peut y avoir des phases très courtes de croissance, des phases très courtes de maturité, ou des phases d'introduction qui durent des années, mais globalement, cette courbe fonctionne pour tout. Dites-moi en commentaire si vous avez un contre-exemple, voilà, mais j'en vois pas. Donc là, en phase de déclin, on a le projet qui perd des utilisateurs et donc des investisseurs. Là, investir à ce moment-là, c'est risqué. Par contre, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que les prix vont être moyens à faibles, ça dépend si vous êtes au début du déclin ou dans un déclin qui est beaucoup plus prononcé. Par contre, les gains potentiels, c'est que vous allez faire des pertes si on est sur un déclin définitif, c'est-à-dire que le projet est en train littéralement de couler et vous achetez quand il a la moitié du bateau qui est déjà immergé. Donc là, vous perdrez le reste. Et par contre, vous pouvez avoir potentiellement, et je dis bien très potentiellement, des gains élevés si le projet se relève et démarre un nouveau cycle. C'est tout à fait possible. On a des projets
qui semblaient être morts pendant des mois et qui finalement sont repris parfois même par la communauté des investisseurs qui disent OK, redonnez-nous les manettes, nous on a des idées, nous on va faire des choses. Et finalement le projet redécolle et redémarre. Et donc les personnes qui ont investi quand le projet était au plus bas, peuvent se faire une belle rentabilité derrière. Donc c'est pas forcément fini. Par contre, voilà, on arrive à la slide bonus que je vous avais dit en introduction, c'est qu'il faut aussi savoir quitter le navire quand le projet coule, tout simplement. Donc, c'est parfois nécessaire, mais on a souvent un frein psychologique, parce que comme je disais dans la partie des émotions, on peut être très attaché à des collections NFT, on peut avoir investi beaucoup de temps dans la commu, dans vouloir faire avancer les choses, et donc on n'a pas forcément envie de sortir, même si on est en perte claire, et on a aussi des fausses croyances. Alors le pas vendu, pas perdu, ça j'adore, ça c'est répété tout le temps. Les gens qui disent mais non, mais tant que tu n'as pas vendu, même si ça fait moins 95%, c'est que c'est pas perdu, un jour ça pourra remonter, peut-être dans 20 ans, peut-être quand tu seras à la retraite, t'inquiète. Non, non, à un moment, il faut aussi savoir sortir et limiter ses pertes au maximum. Quelques signaux pour repérer un navire qui va couler complètement, c'est la perte de confiance de la communauté. On voit que ça dit du mal du projet, les personnes n'y croient plus, ça vend. Il faut savoir que la communauté dans les NFT et les cryptos, parfois ça fait tout en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des bons entrepreneurs, des bons projets. Si derrière il n'y a pas une communauté qui répond présent ou même au contraire qui se met à critiquer le projet et à ne pas s'y reconnaître, ça peut être fatal. Et donc ça, il faut aussi prendre la température par rapport à ça. Ensuite, il y a un manque chronique d'innovation et de nouveauté. Si on a un projet qui stagne, qui propose rien, qui propose pas d'amélioration, qui essaie pas de faire des choses, et bien petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont se lasser, elles voient qu'elles ne gagnent rien. Il y a d'autres opportunités qui existent ailleurs, et donc elles vont essayer de vendre, de quitter le navire justement pour pouvoir réinjecter de la liquidité ailleurs. Tant pis s'il y a des pertes, mais au moins il vaut mieux ça qu'avoir perdu toute sa mise. Après, il y a aussi plus personnellement par rapport à vos objectifs SMART, si vous vous rendez compte qu'un projet dans lequel vous avez investi, finalement, il est plus du tout aligné avec vos objectifs, il est plus compatible et que ça vous permettra pas du tout d'atteindre ce que vous visez et ce que vous voulez faire dans le Web3. Dans ce cas-là, ça sert à rien de rester dessus et il vaut mieux se garder une petite poche de liquidité pour aller sur des choses qui répondront à vos objectifs. Et ensuite, comme je disais, toujours une veille concurrentielle, ça c'est important et parfois c'est sous-estimé parce que quand on investit et qu'on investit du temps et de l'argent dans une collection NFT, souvent on va vraiment y passer beaucoup de temps dessus et on va pas trop regarder ce qui se fait à côté. Et des fois, il y a des projets qui vont être plus performants, qui vont proposer plus de valeur à leurs investisseurs. Et donc, on peut avoir une migration d'une communauté, d'un projet vers un autre. Et là, si vous ne le voyez pas ou vous le voyez trop tard, vous êtes dans l'épave. Voilà. Donc, l'objectif, c'est être capable, bien sûr, de rebondir et de préserver son capital pour de nouvelles opportunités. Des fois, ça ne sert à rien de s'obstiner. Comment optimiser votre recherche d'informations? Parce que c'est ça, c'est les informations, c'est la connaissance, c'est les formations que vous suivez comme celle actuellement qui vous permettront de prendre de meilleures décisions et d'aller découvrir des pépites. Donc la recherche, il faut savoir qu'elle se fait toujours du général au spécifique. Quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir certains grands principes sur les crypto-monnaies, les NFT, le Web3. Donc il y a YouTube, il y a des grands médias, le Crypto Daily, Journal du Coin, je leur passe le salut. Il y a des événements, des salons comme Surfing Bitcoin par exemple, qui vous permettront d'avoir des bases, de savoir comment se faire un wallet, d'avoir un peu les grandes infos, de la finance traditionnelle aussi, parce qu'on voit que ça aujourd'hui, même si on aimerait, ça dépend les valeurs qu'il y a derrière, mais il devrait y avoir une décorrélation entre la finance traditionnelle et Bitcoin. Bon, aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément le cas, et donc c'est cool aussi de s'intéresser à la finance tradi. Et après, par contre, on peut aller vers du plus spécifique, aller sur des serveurs Discord, aller sur des groupes Telegram, par exemple. Alors, je cite Lelou des cryptos de Crypto Kaiba qui est venu aussi sur le podcast. Vous pouvez aller voir cet épisode. Donc, c'est un trader, franchement, que j'adore. Voilà, on a eu des échanges super intéressants. Et donc là, ça va être plus destiné aux traders. Vous avez des groupes Telegram. Vous avez ma chaîne YouTube qui traite quand même de sujets plus spécifiques. Voilà, moi je parle beaucoup de sport, de petites formations. Donc il y a des YouTubeurs qui seront sur d'autres thématiques. Et ensuite, bien sûr, on va aller se renseigner sur des projets
spécifiques. On va aller sur leur serveur Discord, on va aller sur leur site web, on va télécharger leur white paper, on va aller chercher des infos sur leur équipe. Donc là, c'est vraiment, on a spot un projet qui nous semble cool, on veut avoir plus d'informations dessus, donc là, on est vraiment au plus spécifique possible. Et derrière, pour que ça vous prenne moins de temps et que vous puissiez analyser une plus grande quantité d'informations, il faut être capable d'automatiser le processus. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aux newsletters, souvent les grands médias, les journaux crypto vous les proposent. Vous pouvez vous mettre des alertes sur Discord, Telegram, que sur les canaux qui vous intéressent, vous allez avoir des messages. Alors moi par exemple, j'active que les annonces. Souvent dans les serveurs Discord, il y a une partie annonce et après il y a plein d'autres canaux de discussion classiques. Moi je veux des alertes que pour les grandes annonces des projets. Ça permet de suivre et de ne pas manquer des nouvelles opportunités et de ne pas être spammé tout le temps parce qu'il faut aussi rester concentré et il n'y a pas que la crypto. Donc voilà. Suivre les comptes d'intérêt sur les réseaux sociaux et actualiser la liste régulièrement pour que ce soit cohérent avec vos objectifs SMART. Souvent, vous pouvez être peut-être tenté de suivre plein de créateurs ou de ne pas en suivre du tout. C'est bien quand même de vous abonner, de donner de la force. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au réseau Sharp. Et comme ça, vous êtes alerté des informations qui vous intéressent en temps réel. Et après, vous pouvez aussi regarder les événements qu'il y a autour de chez vous. Donc là, c'est plus pour tout ce qui est salon. Il y a aussi des cafés. À Toulouse, il y a un groupe qui s'organise pour faire des petites rencontres et faire des petits, soit des tables rondes, soit même juste discuter autour d'une bière, à consommer avec modération, bien sûr. Mais voilà, on discute Bitcoin, on discute crypto-monnaie. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer autour de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et à y participer régulièrement. Souvent, on fait de belles rencontres et on peut aller sur des nouveaux projets comme ça. Donc, 2 risques principaux par contre à l'atteinte des objectifs SMART avec l'automatisation. Première chose, c'est une surcharge d'infos. Même si vous pouvez vous mettre des alertes, n'allez pas vous abonner à 12 newsletters, d'avoir plein de comptes sur Twitter, enfin X, ou sur YouTube, et du coup être spammé de notifications en permanence. Là, vous allez être déséquilibré, vous allez être tenté de checker les news régulièrement, et donc vous perdez en concentration et efficacité. Il faut aussi se recentrer sur ce qui est important pour vous à l'instant T et pour vos objectifs définis à ce moment-là. Et puis aussi, des fois, on peut avoir pas de remise en question. C'est des fois, vous allez faire confiance à des sources, c'est normal, aller payer peut-être une formation chez quelqu'un ou regarder les vidéos de quelqu'un et en rester là et vous dire, ok, c'est le meilleur, point barre. Tout le monde dit que c'est le meilleur, donc c'est le meilleur. En fait, peut-être pas. Peut-être que vous aurez d'autres points de vue avec d'autres créateurs, vous aurez des informations plus poussées chez le voisin. Et donc, voilà, alors c'est vrai que la fidélité, c'est important pour construire une communauté soudée. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de vous faire des messages, de vous donner des informations, de vous donner des bons automatismes pour aller dans cet écosystème. Mais il faut aussi être capable de se renseigner sur ce qui se fait ailleurs et de tester différentes qualités de sources. Je pense notamment à des newsletters. Des fois, je me suis abonné, alors je ne vais pas donner de nom, mais des newsletters crypto qui, sur le papier, semblaient très bien. Les premières semaines, ça se passait. Et puis après, on voit clairement qu'ils manquent de temps et qu'ils font des infos un peu trop bateau ou avec du retard. Et du coup, c'est plus trop pertinent de les avoir. Et donc, ça vaut le coup d'actualiser aussi vos processus d'automatisation, de vous désabonner de certaines, d'en tester d'autres et de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, après, si vous voulez aller plus loin, souvent, alors moi, c'est ce que je recommande quand même, c'est de se développer une certaine expertise. Donc, première chose quand même, avant d'aller plus loin avec cette expertise-là, c'est de garder une certaine discipline. Donc, c'est tout ce qu'on a vu au long de cette formation, construire des habitudes productives, rechercher des informations, atteindre vos premiers objectifs SMART. Et après, une fois que vous avez atteint déjà ce premier état-là, que vous êtes bien renseigné sur le Web3, sur les cryptos, comment ça fonctionne, et que vous avez un peu automatisé vos trucs, là, vous pouvez aller chercher une expertise. C'est-à-dire que vous allez creuser des secteurs spécifiques et développer une expertise de niche. Pourquoi? Alors, pas forcément pour aller faire de la création de contenu derrière et partager votre expertise, même si vous pouvez le faire, mais pour essayer d'avoir de meilleure rentabilité encore et aller plus loin, vous fixer des objectifs plus ambitieux. Parce que qui dit expert dit que vous allez être spécialiste sur certains types de projets, donc savoir reconnaître quels sont les projets prometteurs là-dedans et ceux qui sont pourris et qui vous apporteront rien de bon. Vous allez avoir du temps d'avance par rapport aux communs des mortels, mais à ceux qui sont moins spécialisés, moins aguerris sur le sujet. Et donc là, ça va vous permettre vraiment de multiplier vos résultats.
Donc ça peut être par exemple un focus sur une blockchain en particulier. Je cite mon pote Solid sur Solana, pareil, hein, qui est venu sur le podcast. On a eu plein de beau monde sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, il s'informe tout le temps sur Sol, sur ce qui s'y fait, les nouveaux projets, les nouvelles collections. Et donc lui, il sait un petit peu ce qui se fait en avance. Il a les bonnes infos, il va sur les projets, il y croit fermement. Alors peut-être que cette blockchain se fera détrôner ou qu'un jour elle aura plus l'aura qu'elle a aujourd'hui, mais n'empêche que actuellement, et si la blockchain est vouée à se développer et à rester leader sur le marché, un des leaders en tout cas, Solid part avec un certain avantage. Ensuite, vous pouvez vous spécialiser aussi sur certains types de projets. Ça peut être des projets, des play to earn ou des move to earn, donc des jeux qui peuvent vous rapporter des cryptos. Mais ça peut être aussi des entreprises B2B. On en parle beaucoup moins, mais il y a des boîtes qui essayent de développer des fonctionnalités Web3 à destination d'entreprises et pas des particuliers comme vous et moi. Et bien eux, des fois, ils proposent des tokens, ils proposent aussi des collections NFT, et donc ça peut être intéressant de voir ce qui se fait, quelles sont les fonctionnalités recherchées par les boîtes du Web3 et se positionner sur des projets prometteurs. Ensuite, vous pouvez aussi être fan d'art, il y en a, et qui vont suivre des artistes créateurs de NFT. Ils vont essayer d'aller choper les artistes tendances, ils vont aller chercher certaines œuvres d'art et ils vont se faire une véritable collection et qui peut avoir beaucoup, beaucoup de valeur. Vous pouvez aussi vous spécialiser par région géographique, aller chercher ce qui se fait chez les Américains. On aime dire que les Américains, ils ont toujours un temps d'avance. Je serais peut-être un peu plus mitigé là, sur ce constat-là, mais c'est clair que des fois, ils parlent pas des mêmes sujets que nous, des mêmes projets. Parfois, ils sont en avance, parfois, ils parlent de projets un peu pourris. Ils sont un peu plus degen, globalement, les Américains. Ils aiment prendre beaucoup de risques sur les cryptos, mais bon, c'est là aussi où se font des multiples parfois impressionnants. Bon, les pertes aussi, hein, vraiment, faites attention, c'est très risqué. Mais ça peut valoir le coup d'aller voir ce qui se fait sur d'autres marchés, ou alors vous spécialiser sur des projets français. On a de très bons entrepreneurs en France qui essayent de lancer du Web3, il y a des incubateurs, il y a des choses qui se font, et donc vous pouvez très bien essayer de constituer un réseau avec cet écosystème et en savoir un peu plus. Voilà, on arrive déjà au terme de cette formation, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez l'écouter tout à fait en plusieurs fois. Bon, maintenant c'est un peu tard pour vous le dire, hein, mais vous pouvez le fractionner avec plaisir. J'espère que ça vous a apporté plein d'éléments. Comme je disais, au-delà de ces formations qui sont entièrement gratuites, de tous les contenus que je propose, il y a des personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne de manière individuelle. Donc là, actuellement, j'en ai 4 avec un accompagnement hebdo à bi-hebdo et ils ont 100% de croissance, donc des personnes qui sont en bénéfice. On fait des suivis d'objectifs, je réponds à leurs questions, je leur donne aussi mon avis sur des projets crypto-monnaies et NFT dont ils ont entendu parler et ils aimeraient avoir un peu plus d'analyse, etc. Donc ça, on le fait. C'est via Telegram, c'est via Discord, ça dépend le mode d'échange que vous préférez. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail, donc sharp.pro, alors sharp avec un 4 pour le A, .pro@protonmail.com. Vous me dites un peu votre demande, vos objectifs, à voir si j'ai le temps aussi, parce que je veux vraiment avoir cet accompagnement individualisé, et donc si c'est pour faire quelque chose de bâclé ou de trop généraliste, c'est pas la peine, mais ça vaut, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions aussi ou des remarques, ma boîte mail est ouverte, l'espace commentaire aussi, et puis dans tous les cas, vous avez des contenus gratuits postés régulièrement ici sur YouTube et sur X, donc abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez rien des prochains contenus. Et après, j'attends vos questions en commentaire, ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, si certains ont des réponses, vous pouvez aussi interagir avec vous. C'est un espace d'échange et le but, c'est qu'on s'épanouisse tous ensemble dans le Web3. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et peut-être de formations complètes. Ciao!